Alors ça va, on est content. Chers amis, bonjour, bienvenue à tous les autres. Bon, je vais arrêter de citer les trolls parce qu'en fait, je ne suis pas apte à juger qui est troll et qui ne l'est pas. Alors, la date du jour, alors je vais vérifier parce que bon, je préfère pas dire de bêtises. Alors, je sais pas la date là. Bon, la date du jour, c'est aujourd'hui. Bon, je pense que ça doit être le 12 juillet. Parce que demain, je pense que Macron fera une annonce historique la veille du 14 juillet. Que dire de plus? Bon, ben, je vais arrêter de filmer ma tête, filmer celle des autres. Nous trouvons place Juliette Gréco, à côté de l'église Saint-Germain. Et voilà. Bonjour. Tu sais, t'as pas trop besoin du parapluie là. Ouais. Mais en fait, c'est vrai le symbole quoi. Bonjour. Ouais, ouais. On manifeste toujours, on continue à manifester. Nous avons de la chance. Ah ouais, ça t'a. Pour la liberté d'expression. Bon, même un parasol, c'est léger. Hein. C'est plus costaud. Elle a magnifié la manif. Le Romunès qui nous a interdit de manifester à place de la Bastille aujourd'hui pour dénoncer la haute protection des pédocriminels en France et les crimes graves de l'aide sociale à l'enfance qui détournent des milliards pour faire des délinquants, des sans-abri, pour sacrifier les enfants, pour livrer les enfants à des réseaux pédocriminels. Ils kidnappent nos enfants illégalement en violant les lois. Toutes les lois sont violées, la Convention internationale des droits de l'enfant est violée complètement. Ils s'en foutent carrément de l'intérêt des enfants. Il y a un grand trafic d'enfants en France par des institutions pédocriminelles. Et la première institution, voilà, tout le monde sait que c'est une grande mafia, c'est l'aide sociale à l'enfance. Donc on n'a pas besoin de cette institution pédocriminelle pour protéger les enfants nécessitant le placement. On doit la supprimer en urgence. Il y a beaucoup d'argent qui est détourné, mais pour détruire les enfants, pour détruire les familles, pour inverser les valeurs françaises, pour détruire la société française. On a vu des terroristes qui ont sorti de l'aide sociale à l'enfance. Actuellement, les journalistes parlent de 15 000 enfants placés à l'ASE qui se prostituent, 11 000 enfants qui disparaissent chaque année en France de la nature, 160 000 enfants violés chaque année et même pas 1% de condamnation contre les pédocriminels. C'est pas moi qui donne ces chiffres, c'est le gouvernement lui-même, parce que la France a été condamnée par l'ONU concernant les traitements des affaires de viol sur mineurs. Donc 94% des plaintes des viols sur mineurs sont classées automatiquement par les procureurs. Donc nous, les parents victimes de ces institutions pédocriminelles et des juges corrompus qui s'en foutent carrément de l'intérêt de l'enfant. On manifeste régulièrement pour réclamer nos enfants, pour arrêter ce trafic d'enfants, pour justement prendre en charge les enfants nécessitant le placement et on parle de la protection de l'enfance. Moi, j'ai parlé avec des cadres, disons, de l'aide sociale à l'enfance qui me disent « Oui, madame, c'est vrai, vous avez raison, il y a des dysfonctionnements à l'ASE. C'est vrai, il y a des suicides, des enfants qui se suicident. C'est vrai, il y a des enfants eux-mêmes qui dénoncent des enfants qui meurent à l'aide sociale à l'enfance dans les foyers. C'est vrai, il y a des enfants qui se prostituent. C'est vrai qu'à 18 ans, les enfants sont jetés dehors, qui finissent sans abri. Donc voilà, ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des crimes sur les enfants, sans parler des familles et des parents qui se suicident. Je suis passé devant chez toi tout à l'heure, mais je t'ai pas vu, alors je suis passé. À cause de cette torture de l'aide sociale à l'enfance, nous sommes des survivants et des survivantes de cette torture de l'aide sociale à l'enfance. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, avant de vivre ça, je ne savais pas que ça existe en France. Il y a une grande loi du silence qui s'est installée concernant la pédocriminalité en France. Vous voyez, ce que nous fait Laurent Nunez est une preuve de répression, de l'oppression quand on parle de pédocriminalité. Moi, dès que je déclare une manifestation partout en France, ils m'interdisent totalement de manifester. Il y a des personnes qui ont pris le relais, qui ont déclaré des manifestations pour nous. On a réussi à faire quelques manifestations parce qu'on n'a pas fait de communication sur les réseaux sociaux. Ils ne savaient pas que c'était nous.
Donc maintenant, ils le savent, ils connaissent chaque membre de notre collectif. Ils nous interdisent totalement, c'est illégal, c'est hors la loi. Et c'est une atteinte grave à la nation française. On parle de la liberté d'expression, on parle de dénonciation de crimes. On dénonce, c'est notre devoir autant que je suis passé, mais comme je n'étais pas sûr qu'il était là, nous sommes au courant de crimes graves sur les enfants en France. Nous sommes au courant d'un grand trafic d'enfants en France. Nous sommes au courant d'une grande complicité des grandes autorités françaises de ce trafic d'enfants. Donc on fait notre devoir de dénoncer pour que ça s'arrête. On garde encore l'espoir sur certains policiers ou voilà, certains juges, mais sincèrement, moi je n'ai pas trouvé, à part Martine Bouillon, elle a déclaré le charnier d'enfants en France, ça lui a coûté sa carrière. Je suis en contact régulièrement avec elle. Moi, c'est la seule juge intègre que j'ai trouvée en France, mais voilà, elle n'est pas juge. Voilà. Parce qu'elle dénonce la pédocriminalité, elle dénonce la complicité des juges et de la justice française dans ces sacrifices d'enfants. Mais ce qui se passe aux enfants est horrible. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas, en tant qu'être humain, on ne peut pas. On parle de 400 000 enfants qui risquent d'être sacrifiés, de 400 000 enfants qui risquent de finir délinquants, tueurs à gages, terroristes, etc. Imaginez, même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez avoir des terroristes. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez avoir des délinquants dans la rue. Donc moi j'ai fait 2 mois de prison ferme pour avoir démasqué une juge au tribunal de Bobigny. Cette juge, elle s'appelle Éléonore Courtois. Je suis désolée, on doit dénoncer, c'est un devoir. Parce que la justice ne les condamne pas. C'est moi qui ai fait 2 mois de prison ferme pour l'avoir démasqué. J'ai eu des preuves, je l'ai filmé, etc. Cette juge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle savait qu'on allait la récuser parce que nous, maintenant, on commence à récuser les juges par rapport à leur faux statut, par rapport à leur trahison à la nation française, à leur corruption. Ils ont enregistré les tribunaux français sur des registres de commerce internationaux. C'est illégal. Ils n'ont pas le droit de rendre des jugements au nom du peuple. Aussi, les juges, les magistrats, les procureurs sont nommés par le président de la République et le ministre de la Justice, ce qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs mentionnée dans l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de constitution, tout est illégal. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Donc, nous, on a récusé, il y a plusieurs parents de notre collectif qui ont récusé des juges. Logiquement, ils n'ont pas le droit de rendre des jugements, mais ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Ils continuent à s'acharner contre nous. Je sais que je prends beaucoup de risques, mais je parle des enfants. Moi, je ne peux pas tout de suite, alors j'enregistre. Si je garde le silence, je serai morte déjà en étant vivante. Donc je vais continuer, qu'ils le veulent ou non. Je vais continuer à dénoncer ces crimes graves sur les enfants, ces atrocités, ces génocides d'enfants en France pour que ça s'arrête. On dénonce pour qu'ils ouvrent des enquêtes sur les foyers, sur le travail de l'aide sociale à l'enfance. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on supprime cette institution pédocriminelle. Il faut qu'il y aura une justice pour les enfants en France. On parle des enfants, on ne parle même pas de nos droits en tant que parents. On est privé illégalement de nos enfants. On demande justice à tous les enfants victimes de viols et d'inceste. On demande justice à tous les parents privés de vivre avec leur famille bienveillante à cause de la torture de l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, on récuse les juges. Ils continuent à rendre des jugements. Récemment, Stéphanie a récusé la juge d'Évreux. Elle a rendu un jugement. Elle n'assumait même pas son travail. Elle n'a pas signé son jugement. Elle a fait une signature électronique. Donc le jugement a été rendu par un robot. Vous comprenez? Parce qu'elle sait qu'on va y aller plus loin, qu'on ne va pas leur laisser nos enfants. On parle de nos enfants, de tous les enfants des innocents qui ont besoin de nous tous, autant qu'adultes, pour les sauver. Combien d'enfants qui sont violés en ce moment? Moi, j'ai rencontré en prison une maman qui a frappé le monsieur de la famille d'accueil qui a violé sa fille handicapée. Comme le monsieur, comment il s'appelle? Cotino, c'est exactement pareil. Beaucoup de Pierre Cotino dans les familles d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, cette maman, elle a frappé parce que la police l'a informée de viol de sa fille. Parce que l'unité judiciaire de l'hôpital a confirmé le viol de ce monsieur sur sa fille.
Elle est partie directement frapper ce monsieur, genre c'est une maman, voilà, c'est un monsieur, elle m'a dit costaud, etc. Il a eu 8 jours d'ITT, elle est en prison depuis 8 mois, elle n'est pas encore jugée. Et elle est enceinte, et imaginez que sa fille n'est pas encore sortie de cette famille d'accueil. Vous imaginez comment je pourrais me taire, moi, qui est au courant que cette fillette est toujours violée tous les jours. Comment est torturée. J'ai rencontré aussi une éducatrice qui travaille et qui lutte contre l'aide sociale à l'enfance en prison. Donc, cette éducatrice, elle travaille dans un foyer qui ne dépend pas de la secte de l'aide sociale à l'enfance. Ils font un travail remarquable, mais ils leur donnent des enfants carrément détruits. Donc, elle m'a parlé d'une petite fille de 3 ans et demi qui a été torturée par son grand-père, son père et sa maman qui filmait, qui vendait les vidéos. Cette fille a été détruite carrément, elle est déchirée du devant au derrière. C'est sa maîtresse qui a remarqué la descente d'organes, vous imaginez? C'est sa maîtresse qui l'a amenée aux toilettes et elle souffrait, la fille, et elle a remarqué la descente d'organes, elle l'a signalé, elle l'a amenée à l'hôpital. Donc ils ont placé les enfants, ils ont dénoncé, elle a eu des cicatrices ici, partout, etc. Donc si elle n'a pas été sauvée, cette fille, par la maîtresse, elle allait finir comme Émile. Voilà, vous savez combien il a eu le père avec des vidéos, des preuves, les dénonciations des enfants, ils ont trouvé des vidéos, la police a fait son travail. Il y a des policiers qui font leur travail, moi ils me l'ont dit. Par exemple dans mon affaire, ils me l'ont dit. Les policiers de Châtenois-Malabry m'ont dit, madame ce n'est pas nous, j'ai donné des vêtements à analyser, ils m'ont dit c'est le procureur de Nanterre, Pascal Prache, qui ne voulait pas faire son travail, qui a bloqué l'affaire. Donc cette fille, je reviens sur cette fille, elle est avec la chirurgie plastique, elle marche avec son utérus a été complètement endommagé et elle marche avec des bouchons. Donc vous imaginez l'horreur, son père a eu 6 mois de prison ferme. 6 mois de prison, il sort au bout de 3 mois peut-être, il va solliciter le juge pour récupérer ses enfants. Sa mère qui est complice, elle a eu 18 mois de sursis, elle n'a pas vu la prison. Moi je suis une maman digne, je le dis. Je ne veux pas que mes enfants finissent pédocriminels. J'ai fait 2 mois de prison ferme. Mais je dis à ces pédocriminels que moi, cette expérience de la prison est positive pour moi. Parce que vous m'avez donné beaucoup de force pour encore soutenir les parents, pour encore dénoncer, pour encore sauver des enfants. Parce que j'ai découvert aussi le monde à l'envers en prison. 70% des Françaises en prison sont sorties de l'aide sociale à l'enfance. Vous imaginez, bon, il y a beaucoup de choses à dire aussi par rapport à la prison, mais on reste toujours sur les enfants. Donc, s'il vous plaît, continuez, s'il vous plaît, à dénoncer malgré la répression. Il ne faut pas avoir peur. Donc, on parle des enfants qui nous attendent en ce moment. Moi, comme je dénonce, ils ont donné la garde exclusive au père incestueux qui a l'affaire pénale en cours. Imaginez s'il y aura un juge qui va faire son travail, des preuves, il y en a vraiment beaucoup. Imaginez qu'il sera condamné, comment ils vont être tous ces complices de l'aide sociale à l'enfance, les éducateurs, les juges, qui ont en plus, imaginez que ces juges se permettent de me décrire comme défaillante en tête sur le jugement. Comme titre, maman, et voilà, la mère, mon nom, prénom, mon adresse, et en titre, défaillante, comme si c'est ma fonction. De quel droit ce juge se permet de me donner cette étiquette? Donc vous voyez, pour eux, le père, il accepte de travailler avec la secte, il collabore, il pense à l'intérêt de ses enfants, donc c'est un bon papa. Il s'en fout s'il les a violés, s'il les a torturés, si les enfants vont devenir des pédocriminels, sachant que les enfants, s'ils ne sortent pas de ce calvaire, ils reproduisent automatiquement après. Donc vous voyez, ce qui se passe est très très grave, s'il vous plaît. Aidez-nous à arrêter ces massacres d'enfants. Donc nous, on va faire tout. On va solliciter la Cour de justice européenne. On va même solliciter le JAG, donc voilà, l'armée internationale, etc. Parce qu'on a sollicité officiellement l'armée française, mais on n'a pas eu de réponse. Donc moi, quand j'ai parlé avec la secte de l'armée française, ils ont tremblé. Mais voilà, mais jusqu'à maintenant, l'armée ne veut pas bouger. La police nous dit, voilà, ils se permettent de faire des contrôles d'identité à n'importe quel citoyen qui porte un t-shirt anti-pédocriminalité. Mais par contre, ils ne peuvent pas dire aux procureurs qui n'ont pas de statut légal, arrêtez les pédocriminels. Arrêtez les pédocriminels, sauvez les enfants, arrêtez le trafic d'enfants de la secte de l'aide sociale à l'enfance.
c'est Inda qui parle, c'est pas Olivier ni Nadia, c'est Inda et j'assume mes propos. Il y a beaucoup de complices, beaucoup de complices dans le trafic d'enfants. Merci. Alors, je te comprends, Inda. Le problème, c'est que la loi qui a été votée, donc la loi qui a été votée anti-casseurs, il faut savoir une chose, et Inda ne veut vraiment pas l'entendre, nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur les manifs, même des prises de parole d'une tierce personne. Je sais, attends, je finis. Quand je suis partie en prison, tu étais là, Alain, à l'audience. J'étais en garde à vue avec 2 mamans et j'ai assumé tout. J'ai assumé et je l'ai dit au juge. J'assume tout. Voilà, c'est moi qui ai dit tout, c'est proposé. Inda, c'est pas Nadia. Merci. Mais bon, je tiens quand même à préciser, sachez que normalement, dans un vrai pays démocratique, chacun est responsable de ses paroles. Ce n'est pas le cas en France. En France, nous pouvons être condamnés pour des paroles d'une tierce personne. Voilà la réalité du pays où on vit. Le pays des droits de l'homme, hein, le pays des Lumières, hein, voilà où on en est. Je vais donner quelques précisions par rapport à ce qu'elle vous a dit Inda, pour que vous compreniez le niveau de la pédocriminalité en France. Elle vous a parlé de Martine Boyon. Donc Martine Boyon, c'était un substitut du procureur qui a été effectivement limogé. Savez-vous par qui il a été limogé? Il a été limogé par Michel Joubrel. Michel Joubrel, haut fonctionnaire de la magistrature, c'est lui qui a limogé Martine Boyon. Mais vous savez la meilleure? Ben oui, Martine Boyon dérangeait son business, puisque quelques années plus tard, cet grand haut fonctionnaire, d'accord, de la magistrature de Bobigny, eh ben il a été condamné. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a compris ce que c'était les viols sur bébé, hein, puisqu'il a été condamné pour des vidéos et des photos pédopornographiques, dont des viols de bébés. Le mec avait des viols de bébés dans ses fichiers, d'accord? Et il a été condamné à 8 mois avec sursis et une obligation de soins. Bah oui, hein. Donc ça, c'était pour Martine Boyon pour la neutraliser, d'accord? Jubrel, qui a été condamné à 8 mois avec sursis, hein. Vidéo de viol de bébé. Et ce mec-là, c'est lui qui va après juger nos juges qui peuvent peut-être éventuellement l'ouvrir leur bouche. Autre chose. D'accord. Baisse le son. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'a mis le son. Inda, il faut baisser le son apparemment. C'est mieux là? C'est mieux comme ça? Non, moi j'ai parlé moins fort. Bon, pour que vous compreniez bien, on va revenir sur l'affaire Betaram. Parce que là, l'affaire Betaram, c'est vraiment le sujet d'actualité. Bah ouais, je suis passé devant chez toi. Hein. Bah ouais. Mais en fait, je sais pas osé taper à la porte. Non, mais là, je mets plein de meubles devant et tout, parce que comme on se vole encore. Jamais j'ai pas la charrette. Hein? J'ai pas la charrette. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'elle a cassé au niveau de l'axe. Et tu vois, mais un truc de dingue. Après, il pleuvait. Et ben, tiens, prends ce parapluie. Et là, il poussait Ouais, sa victime, un truc de dingue et tout. Et puis finalement, ça oui, va plus mal mais en comme ça. attendant, c'est la réalité. D'accord? C'est un prof. Ouais. de 39 Bon, ça, ans, c'est pas hyper chargé, quoi. C'est pas hyper lourd, quoi. Et on l'a mis à l'Élysée. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui. Ça pèse combien de ce que tu portes là? Je sais pas, mais Il y a du lourd On là. va vous faire une super il y a annonce. du lourd. Hein. Là aussi, Ça, il y c'est a par rapport aux gilets jaunes. du Vous lourd. allez manger, on va Parce manger, que, on va manger tu vois, cher. il y a Nadia Puisque qui est là. il Inda, va faire une économie Nadia. de 40 milliards. Donc tu vas échanger avec elle. Il faut préparer les dossiers, puisque là, il nous annonce la semaine prochaine donc un plan de redressement des finances, sachant qu'ils viennent de lâcher 20 milliards à nouveau à l'Ukraine. Donc nous, ils doivent faire une économie de 40 milliards pour notre gueule, mais ils viennent de lâcher 20 milliards. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en attendant, notre Premier ministre, Bayrou, il faut savoir qu'il y a 112 plaintes, hein, d'accord, 112 plaintes. Il faut savoir qu'il était donc ministre de l'Éducation en 93, ok, et en 95, il avait déjà reçu des plaintes donc d'un professeur en plus qui signalait ses agressions, ok. Je vous conseille tous d'aller sur YouTube et taper la commission de Betaram. Vous verrez les prises de parole. C'est un truc de malade. Vous avez la lanceuse d'alerte, donc ce professeur
qui le dénonce bien, d'accord? Vous aviez ce professeur qui en parle et vous allez voir, et aujourd'hui c'est elle qui est attaquée. Hein. Il faut savoir que tous ceux qui dénoncent sont attaqués. Donc, nous avons un Premier ministre qui était ministre de l'Éducation et il faisait en plus partie, il était en plus président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, d'accord? Donc ce mec-là, et maintenant il est maire de Pau, donc c'est pour vous dire que ce mec-là, il est plus qu'au courant de Bétarame, surtout qu'il y a un autre scandale qui vient de sortir. Il y a une autre école comme ça, catholique, qui vient de sortir aussi. D'accord? Donc, nous avons un Premier ministre qui a couvert toutes les agressions sur nos gosses, mais la meilleure de toutes, c'est que vous savez, alors ça c'est pour la deuxième école, j'en parlerai quand on sera arrivé à la deuxième, parce qu'il faut que je ressors les notes. Donc, pour Bétarame, d'accord? Vous aviez sa femme qui officiait dans l'établissement. Vous avez les gamins qui étaient aussi, sa fille qui était aussi dans l'établissement, d'accord? Et à côté de ça, le mec vous dit non, il est au courant de rien, circuler, il n'y a rien à voir. Mais pire, aujourd'hui, on sait la réalité, on sait qu'il a menti lors des commissions. De toute façon, ils mentent tous lors des commissions. Ça se demandait pourquoi on paye ces commissions, parce que c'est aussi nos impôts qui les payent, d'accord? On paye toutes ces merdes, d'accord? Pour au final savoir qu'il a menti, on le sait qu'il a menti, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a une sanction? Ben non, il est toujours Premier ministre. Donc voilà la réalité. Donc je tiens à vous dire quand même qu'en France, la France est appelée Pédolande, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du complotisme, d'accord? Regardez la dernière dinguerie, et là c'est pour les placements abusifs. Je vais prendre mon petit carnet, parce que je l'ai noté dans mon carnet, parce que je préfère ne pas écorcher son putain de nom. Regardez la dernière dinguerie, et ça pour vous les mamans, mais moi je vais les bouffer. Ah ben je vous jure, je vais les bouffer, c'est la secte et toute cette magistrature, je vais les bouffer. Regardez cette dinguerie quand même. Donc, vous avez Nordal Lelandais, multirécidiviste, condamné à la prison. Le mec a pu faire un gamin en prison. Mais si c'était que ça la dinguerie, ça sera là, bien. On a l'habitude avec la justice française. Mais non, c'est pas suffisant. Regardez la dinguerie qui vient de tomber. Le mec, il vient d'être poursuivi pour violence conjugale devant son fils de 18 mois lors d'un parloir. Le mec, on lui donne un parloir avec sa nouvelle nana, avec qui il a fait un gamin. Je ne sais même pas comment la nana peut faire un gamin avec un violeur comme ça. Mais en attendant, ben moi je vais vous le dire, c'est une commande. La nana fait partie du réseau et c'est pour alimenter les réseaux. Qu'on me dise complotiste, j'en ai plus rien à foutre, c'est une réalité. J'ai les dossiers, on va parler de réseau, vous allez voir. Donc, vous avez ce mec-là, il a son parloir avec sa bonne femme, son gamin, et il tabasse sa bonne femme. Normal. Les mamans, pour être là aujourd'hui, elles perdent leur droit de visite de 45 minutes par mois. Moi, je vous dis, les meufs, faites une dinguerie. Allez chercher vos gosses. Car si réellement vous met en prison, ben vous les verrez toutes les semaines, vos gosses au moins. Toutes les semaines, vous aurez vos parloirs avec vos gosses. Donc c'est quoi le plus intéressant? C'est d'accepter encore de vous plier et de tout perdre? Ou alors d'aller les chercher ces gamins? Et si réellement on vous met en prison, et ben au moins vous aurez toutes les semaines vos visites avec vos gamins. Elle est pas belle la justice? Parce qu'à l'heure actuelle, vous savez qu'il y a une maman, Catherine, qui a fait 2 jours de garde à vue et qui s'est été déférée directement au parquet. Parce que justement, maman Catherine, maman d'Eliott, appelait tous les parents d'aller les chercher directement, il y en a marre. Parce que la réalité, elle est là, attention, hein. Il y a encore 2 ans de ça, moi j'ai commencé les manifs anti-placement, anti-pédo en 2019. J'appelais tout le monde à faire les procédures. Aujourd'hui, en 2025, mais putain, même quand la procédure donne raison, la secte passe au-dessus. J'ai une maman et un papa, un couple, Roche-sur-Ribon. J'ai été accompagné au tribunal. Les parents, ils ont une ordonnance de jugement du tribunal administratif qui casse le placement. Et dans le jugement, il est marqué: l'enfant Noé, je ne donne pas le nom de famille,
doit être restituée immédiatement aux parents. On pensait qu'on allait gagner, ça y est, on était contents. Olivier, c'est très grave la justice, comment elle les entube ses parents. Donc on va au tribunal devant avec le juge, on se dit, ça y est, il a une ordonnance de justice. Devinez ce qui s'est passé. On est sortis, on était tous en larmes. Hein. La secte et le juge nouvellement nommé, parce que du coup ils ont viré l'ancienne juge pour mettre une nouvelle. La secte et le nouveau juge nommé, une femme, a remis 1 an de placement avec 1 heure de visite par mois. Et vous savez c'est quoi son prétexte? Écoutez bien. Hein. Oui, mais le tribunal administratif n'avait pas toutes les pièces de jugement, donc il ne pouvait pas statuer légalement. Donc même quand les parents vont au tribunal de l'Union européenne, quand les parents déjà en France font toutes les procédures, ils vont au tribunal administratif, le tribunal administratif casse le jugement, la secte leur remet 1 an de placement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire les parents? Ils n'ont pas le choix les parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après 5 ans de militantisme contre les placements abusifs et la pédocriminalité, je n'ai qu'un seul mot, un seul ordre à dire, un seul mot. Allez les chercher. Et attention, hein, les parents qui subissent vraiment du placement abusif. De toute façon, c'est les 3/4 parce que quand ils sont réellement maltraités, on les laisse dans la famille. Paix à son âme Amandine, paix à son âme Nicolas, les paix à leur âme de tous ces gamins qui auraient dû être sauvés. La liste elle est longue. Par contre, des enfants, et souvent on me dit, mais Nadia, pourquoi justement des enfants qui ont besoin d'être sauvés, on les laisse à leurs parents et on va chercher des enfants qui apparemment n'avaient pas lieu d'être? Quand est-ce que vous allez comprendre que leur but c'est de détruire l'humanité? Leur but c'est de détruire déjà en France la famille. Quand vous avez un gosse qui a été abusé toute sa vie, toute son enfance, vous croyez qu'il va être un bon père de famille ou une bonne mère de famille? Les 3/4 ils veulent même pas faire de gosses. Regardez la chute de la natalité chez nous. C'est pas dû qu'à la Covid hein, et à la pic-pic. Hein. C'est dû au fait que les trentenaires ne veulent plus faire de gosses dans ce monde de dingue. Voilà comment on fait chuter. Pourquoi on vous met le transgenre? Parce que le transgenre, ça permet de faire chuter la famille. Ils ont commencé avec les écoles, parent 1, parent 2. Putain, j'ai 59 ans. Jusqu'à ma mort, je resterai maman. Je suis pas un parent 1 ou un parent 2, moi. Hein. Et on nous vend ça pour le progrès. Il n'y a pas de progrès. La famille, c'est un père et une mère. Point barre. Maintenant, oui, il y a des cas, il y a des exceptions, les gays, mais rien ne les empêche d'être parents aussi. Mais c'est une minorité. La majorité, on est tous des hétéros, putain. Ou alors on est tous devenus des gays. Je ne le crois pas. Nous sommes tous des hétéros. Donc, qui protège nous les hétéros? Qui protège nous? Quel organisme est là pour protéger nous les hétéros, pour protéger nous, notre famille traditionnelle? Un papa, une maman. Ils sont où pour nous défendre? Ben non, on n'a personne. Il faut aborder dans le sens du transgenre, normal. Nos gamins. La justice, quand ils ont 13-14 ans qu'ils sont placés et qu'ils veulent parler au juge, on te dit non, l'enfant il n'est pas assez mûr pour expliquer ce qu'il veut. Par contre, pour se faire couper, là il va être assez mûr à 13 ans. À 13 ans, il est assez mûr pour dire ouais, je veux me faire couper ou je veux m'en faire greffer une. Ça, à 13 ans, il est assez mûr. À 13 ans, il n'est pas assez mûr pour conduire et boire de l'alcool, qui est normal. Il n'est pas mûr pour voter, d'accord? Mais par contre, il est assez mûr pour dire ouais, consentement, je veux un mec de 40 ans, vieux, chauve, bedonnant, ça m'excite. Bah ouais, les gamins de 13 ans sont excités par les vieux bedonnants. Je ne le savais pas. Moi-même qu'à 59 ans, j'ai du mal. Comme je le dis, j'ai assez de rondeur pour deux. Mais apparemment, je dois être trop sélectif. Donc voilà la réalité, mes amis. Ils sont réellement en train d'attaquer la famille, mais ils attaquent la famille par nos gosses. C'est nos gosses qui sont en priorité attaqués. Je ne vous parle même pas des courts et bras. C'est un autre sujet, j'ai tout le dossier aussi. Hein. Donc voilà, donc déjà je dis merci à Olivier. Merci à vous les gilets jaunes. Malgré que de temps en temps je vous pique. Merci à vous de nous accueillir sur votre manif. Je dirais que merci Munez.
Parce que sa plus grosse hantise, justement, c'est l'union. La plus grosse hantise de vrai, c'est l'union. D'accord. Sabotage. En tout cas, la plus grosse hantise, c'est l'union. Et aujourd'hui, on est en train de faire l'union contre les personnes. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, Nanda prône l'union. Je remercie les Gilets jaunes d'avoir accepté son mouvement dans cette manifestation. Alors, je disais que justement, merci. Bonjour, tu vas bien? Ouais, toi. Ça va. Ah, j'en ai une, je te remercie. Oh, je pense, ouais. Vraiment, je vais être obligé de les porter. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui auront soif. Malheur perdu. Malheur perdu. Qui ça? Oh, c'est vrai qu'il y a un petit calme là. Ah, Olivier va organiser une tombola. Ouais, je sais, pour des livres, je sais pas quoi. Là. Ah ouais, pour 2 livres. Ah, c'est vrai qu'il a dû voir la vidéo qu'on avait fait ensemble. Ouais, j'ai vu. C'est Fred. Frédéric, ouais, ou Fred Oxoder. Ouais. Alors, tu vois, bon, c'est bien, c'est des discours qu'on entend depuis des décennies. Hein. Je tiens à rappeler que l'ASE, avant, c'était quand même la DAS, et qu'il y avait autant de scandales, et que il y a une forme d'hypocrisie parce que d'autres avant nous, bien avant nous, faisaient la même chose, dénonçaient beaucoup de trucs et tout ça, et rien ne change. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrêtait la pédophilie, notre société se casserait la gueule parce que toute notre société est reposée sur ces choses-là, la traite humaine, la pédophilie et tout. Donc il y a aussi ça, cette hypocrisie. Et quand on a fait la décentralisation et la libération de la femme, on a dit maintenant, il va falloir trouver du travail pour ces femmes. Voilà, donc ces femmes, on va faire de l'aide à la personne, on va voir pour être bienveillant auprès des enfants, et c'est toute cette hypocrisie pour détruire les familles, voler les enfants, et par derrière faire une manne financière. Donc c'est toute la société qui est construite autour de ça, c'est pas un tel juge et tout, c'est tout qui est en cause. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a cette hypocrisie et tout ça. Et comme tout le monde est menacé et tout est sous contrôle, tout le monde est soumis de peur de tout perdre, de perdre l'argent, d'être réduit à néant. Et on est tous dans cette forme d'individualisme. Même si on est réunis, c'est quand même du chacun pour soi. Ouais. J'ai une autre optique. Ouais. Je vois très bien ce que tu dis. Mais en fait, c'est assez simple cette histoire-là. Quand on voit l'histoire du monde, allez, disons du Moyen-Âge à nos jours, on a généralement des familles, des agriculteurs, des gens comme ça. Tout d'un coup, tu as un afflux de gens qui passent dans les villes et qui ont une fonction. Et la fonction, elle est déterminée par l'emploi qu'ils ont. Toi, tu es ouvrier, toi, tu es comptable, toi, tu tapes à la machine, toi, tu es flic, etc., etc. Mais c'est-à-dire que le rêve des dingues, c'est de réduire définitivement, mais ça ne peut pas marcher, l'homme a une espèce de rouage, comme une espèce de rouage d'une machine. Marx, il l'avait déjà expliqué, mais il n'y a pas besoin de lui. Hein. C'est-à-dire que dans le grand truc, c'est de dire, j'ai besoin, un peu comme du consommable, hein, j'ai besoin de ça, mais il ne voit que la fonction de la personne qu'elle va occuper. Alors évidemment, toutes les considérations, je dirais,
plus qu'anthropologique, c'est ce qui fait que la vie est la vie, qu'il y a une reproduction, etc. C'est pas leur problème. C'est-à-dire que moi j'ai fini par me dire que la bourgeoisie est devenue une maladie mentale dès l'instant où elle a quitté au moins des repères traditionnels, c'est-à-dire ce qui a été transmis. C'est ça que je veux dire. Alors, j'avais conseillé... C'est un mal qui est plus profond, parce que quand tu revois du temps de Charlemagne, il envoyait des espions pour surveiller les bourgeois s'ils faisaient exactement ce qu'ils devaient faire. Oui, mais attends, à l'époque, attends une minute. Ça, à l'époque, le monde n'était pas du tout celui-là. Charlemagne, il n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de route, il y avait... le monde était... Plus des 9/10 étaient rural. Les gens étaient sur des territoires, quelle que soit leur position sociale. Hein. C'est tout. Maintenant, on est dans un monde extrêmement différent. On est dans un monde technique. C'est ça, en définitive. Moi, j'ai l'impression, c'est pas une impression, je vois un radotage depuis que je suis gosse. Non, je suis pas jeune, hein. Mais depuis que je suis gosse, c'est les anciennes qui reviennent. Et quand ça marche pas, parce que vraiment ça marche pas, il y a des extrémismes qui reviennent. Moi, je trouve que on est dans une période de néo-nazisme. Ce qui se disait du temps du nazisme, qui avait été déjà ramassé plus ou moins. Ils n'ont rien inventé, ces gens-là. Mais on a la même chose. Il y a cette hypocrisie qu'on prend de l'extrémiste et tout ça, mais quand tu vois des personnes qui sont pour les valeurs de la famille, les bons trucs, le bon sens et tout, on les fait passer pour des extrêmes, pour des fachos et tout ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Oui, parce qu'on dénigre les mots, on les déforme et tout, on en change le sens. Et là, on peut plus s'interroger que tout ce qui se passe sur une population ne servrait pas plutôt à des intérêts, à d'autres. Non, mais on a bien compris. De l'ingérence étrangère. Mais cette ingérence étrangère, c'est pas des histoires que de petites politiques et tout ça. C'est des trucs qui s'est construit depuis des millénaires, tu vois, et que tout l'homme est un loup pour l'homme, homo l'homme pour homo, hein, et c'est-à-dire que l'homme veut toujours dominer l'homme et on le fait par justement, on va par des Ce que je voulais lui dire à Frédéric, c'est de regarder, c'est en français, sous-titré français, le sommet qui a eu lieu à Rio de Janeiro, le sommet des BRICS. Ne serait-ce que, c'est pas moi qui vais lui répondre, c'est le sommet qui va répondre, ce qu'on dit, tous les représentants des différents États, des États très différents, puisque tu as l'Iran, tu as la Russie, tu as les Émirats, la Chine, l'Argentine, j'en oublie sûrement. Il y a des gens qui ont l'Inde évidemment, qui ont des cultures quand même plutôt différentes, voire très différentes, qui ne pensent pas de la même façon. Eux justement, ils ne pensent pas du tout comme ça. L'homme est un loup pour l'homme, mais si l'homme est un loup pour l'homme, eh ben continuons, voilà. Ça c'est ce que j'appelle l'échec de l'Occident. L'Occident il s'est planté. Il s'est planté, il a, comment dirais-je, on a eu 400 ans difficiles, mais qu'on portait des fruits mondialement. Alors maintenant, le XXe siècle, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Alors évidemment, on a eu une espèce d'illusion qui s'appelle les 30 Glorieuses. Quand je me souviens de l'Europe, si on veut, de mon enfance, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc., l'Angleterre aussi, quand j'étais gosse, évidemment, ça ne ressemblait pas tout à fait à ce qu'on a maintenant. Tout le monde n'avait pas l'eau courante, le chauffage, pour se nourrir, ça coûtait cher, etc. On vivait, les gens n'avaient pas de voiture, il n'y avait pas forcément de route. Les autoroutes, moi je les ai vues construire. Bon, on vivait dans un monde qui était extrêmement différent. Bon, ceci étant dit, ça nous a facilité la vie. Ça nous a facilité la vie. Mais très tôt, il y en a beaucoup qui se sont aperçus que bon, le confort matériel c'est bien, mais voilà, il manque peut-être d'autres choses, tout aussi essentielles, pas plus essentielles, mais tout aussi essentielles. À mon avis, c'est ce qui a fait tous ces mouvements
En France, ça s'appelle mai 68, mais le mai 68 avait démarré avant, hein. Comme en Hollande, comme en Allemagne, en Angleterre, voire aux États-Unis. C'est pas que la guerre au Vietnam. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ce qui se passait dans la société. Bon, on va pas rentrer là-dessus, mais ce qu'il y avait en fait, c'est que c'est bien d'avoir en 20 ans, beaucoup plus de confort et beaucoup plus de facilité à vivre. Quelque part, à quel prix? Par exemple, si je pense, la France est quand même un pays rural. Si elle avait des traditions, une implantation, ça veut dire aussi des savoir-faire, une certaine intelligence. La tradition, je trouve ça important, c'est ce qui permet de passer le relais. Tradition, ça veut dire quelque chose qui est transmis. Évidemment, les gens que ça gêne, ils vont mettre des étiquettes de la morale au petit pied, ils vont dire oui, tradition, traditionnalisme, etc. Mais non. On s'éloigne un peu. Ouais. Tu vois, en parlant de ça, on s'éloigne des boum boum. ce qui me désole, c'est l'état de nos campagnes. Que moi j'ai connu, il n'y a pas de paysans. Ok, il n'y a pas de paysage, mais il n'y a pas de campagne. Alors, moralité, on a des feux de forêt, on a des inondations. Je suis allé il y a un mois, j'ai passé une quinzaine de jours en baie de Somme. Pour ceux qui connaissent, il y a le Tréport, il y a les falaises d'Ault, qui sont des falaises qui s'écroulent. Enfin, et ça, c'est la fin des falaises, jusqu'à ce qu'on les retrouve à Calais. Cap-Griné, Cap-Blanc-Nez, cette espèce de falaise. Entre les deux, le trait de côte et aussi l'intérieur des terres. Tout ça, ça a été façonné de main d'homme. La baie de Somme, les baies, les petites baies qu'il y a des fleuves côtiers comme ça, etc. C'est vraiment des paysans qui ont fait ça. Les gens sont partis très vite sur l'espace de 40 ans. Alors, moralité, je connais des gens du côté d'Abbeville, ils faisaient des abeilles, mais il y a des parties qui sont quelquefois en col d'œuvre. Hein. La mer, elle est au-dessus. On s'éloigne encore un peu. Elle est loin, la mer. Ouais. Donc, moi je dirais que les gens avec tous ces espèces de tarés, avec leur réchauffement climatique, leurs inondations, leurs machins, qui veulent faire leurs petites affaires de minables, en fait, ces gens-là, c'est la démonstration de l'échec de tout un mouvement historique, qui n'est pas très long finalement. Ça date, disons, à peu près d'après la guerre, à partir de 1945. C'est un échec complet. Pour moi, c'est vraiment un échec quasi complet. C'est pas complet, mais quasi complet. Et au niveau des... Alors pourquoi je préfère de la tradition? C'est que quand tu es à tel endroit sur un territoire, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est un peu un sacerdoce, hein. C'est comme être paysan. Tu dois t'occuper des cultures, des vergers, des terres, des élevages, etc. C'est un boulot qui est 24 heures sur 7 jours sur 7, hein. C'est tous les jours de l'année. Bon, donc c'est plus fait. Alors on voit le résultat. On voit le résultat. Et les villes, quelqu'un m'a dit quelque chose cette semaine. Il m'a dit, il y a eu 3 jours de canicule. Une canicule. Ça a duré 3 jours. J'ai dit, c'était quand? Alors il m'a dit les jours et oui, tel jour, le premier jour, chez moi, il faisait chaud. Le soir, nettement moins. Et puis les 2 jours suivants, moi je n'ai pas vu. Lui qui habite Nanterre, toute la chaleur, c'est une ville en béton, toute la chaleur s'est emmagasinée. Il me dit j'ai eu plus de 30 degrés dans la journée et la nuit plus de 20 degrés. C'est vrai que dans les villes, la chaleur se conserve. Hein. Elle se conserve. Moi j'ai pas vu tout ça. J'avais quoi
Si j'ai voulu ouvrir la fenêtre quand même, je dors pas forcément la fenêtre ouverte, surtout maintenant parce que des fois il fait froid. Hein. Ouais. Et j'ai ouvert un petit peu la fenêtre, bon ça allait. Bon, bah oui, mais moi j'habite à la campagne. Il y a des arbres. Quand j'ouvre ma fenêtre, je vois des arbres. Il y a des cultures qui sont derrière. Bon, puis il y a des bêtes, là, il y avait des sangliers qui étaient encore venus. Je sais pas, ils viennent boire dans une toute petite pièce d'eau. J'ai vu récemment des hirondelles à Paris. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ah, il n'y en avait plus des hirondelles? J'ai vu il y a 1 ou 2 mois des hirondelles, enfin il y a quelques temps des hirondelles. J'étais étonné. Je me disais mais c'est des hirondelles. J'entendais leur Tu cri. entends le cri, oui. Et j'entendais un cri bizarre, tu vois. Je me disais c'est quoi ce cri d'oiseau. Après j'ai vu des hirondelles quoi. Oui, oui, Ouais. par chez moi, il y en a, mais elles sont saisonnières les hirondelles. Elles s'en vont, elles reviennent. Moi je suis quand même à la campagne. Ouais. Alors il y a les canards, il y a l'arche de Noé la nuit, les hérissons, le renard, les sangliers qui viennent m'emmerder. J'espère qu'ils vont pas tout dévaster, mais il n'y a rien à manger dans mon je ne cultive pas des pommes de terre. Parce que là, oh la boulie. Bon, après il y a des racines, hein, tu sais, pas n'importe quoi. Hein. Ah mais j'entendais, ah, ils sont venus, la lumière était allumée pourtant, et il était 11h, j'entends, oh tiens les blagues qui se ramènent, alors j'étais en même temps, je regarde à travers les volets, ah mais où ils faisaient une espèce de bacchanal, alors j'entendais, c'est pas la première fois qu'ils viennent, des lièvres. J'ai vu des lièvres, ce qui est rassurant quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Parce que ils ont de l'autre côté de chez quand j'ouvre une fenêtre, là c'est à du blé. Oui, c'est du blé qu'il a mis, du blé qui est pas très haut. De l'autre côté, il a mis aussi, il y a un autre bonhomme, il a mis aussi du blé, mais il y a quand même des arbres. Il y a une espèce de truc, une espèce de haie, c'est plus grenouilleur. Il y a des arbres comme ça, il y a des arbres comme ça, il y a des grands arbres à côté. Donc ça fait carrément du froid. Aujourd'hui, si les volets sont fermés, il doit faire... Allez, il fait pas 20 degrés hein, chez moi. Il fait froid presque. C'est la glacière, tu vois, même aujourd'hui. Et... Attends, pourquoi je te parlais des animaux là Ouais, tu parlais de la température nocturne. Tout ça. Si on ne s'occupe pas des choses, et bien évidemment, la nature reprend son droit, mais contrairement à ce que disent les cinglés, le climat n'est pas réglé, il n'a jamais été, et la nature n'est pas réglée. La nature, elle fait ce qu'elle a à faire. Nous en faisons partie d'ailleurs de la nature. Elle fait ce qu'elle a à faire. Alors, il arrive des trucs et des machins, à tel point quand je vois, moi j'ai rien contre qu'on se dise oui il y a la maison bleue, etc. Mais il faut savoir s'arrêter dans le ridicule. Les oiseaux, la vocation des oiseaux c'est de se balader. Ils sont tous plus ou moins migrateurs. Alors quand on prétend qu'il y a des sanctuaires de mésanges bleus, bon je veux bien 5 minutes. Mais j'aime pas qu'on se foute de moi, quoi. Ça suffit. Par contre, je fais pas de mal aux animaux. Ils font pas de mal non plus. Hein. Les sangliers, j'irai pas me frotter. Ouais. Ah bah quand même, non, je vais pas juste. Je me rappelle une fois à la campagne, j'avais vu un chien qui avait été éventré par un sanglier. Ah bah oui. C'est pas... Ah bah c'est un coup de corne, là, ça va. Donc j'irai pas j'irai pas les caresser. Mais ils ont dû me repérer. Ils savent que quand je m'amène, je leur fais pas de mal. Les guêpes, elles ne me piquent pas. Les abeilles non plus. Même les fourmis. Il y avait plein de fourmis, c'est la saison des fourmis. Alors, il y a une dame qui dit « Ah, faut acheter du produit, faut acheter du produit. » Pourquoi tu veux acheter du produit? Moi, je peux supporter pendant 2-3 jours d'avoir des fourmis. Mais les araignées, elles vont s'amener. Et les fourmis, j'en aurai plus. Eh ben, ça n'a pas loupé. Alors, il y a des toiles d'araignées en bas. Eh ben, il faut le repas. J'ai pas à m'en occuper de ça. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour le renard, mais même les animaux, je laisse toujours. Alors, il y a des chats aussi, des chiens, il y a les animaux domestiques. Moi, je laisse toujours des os. Je les balance même par la fenêtre, comme ça, les corneilles qui viennent les bouffer, etc. Alors, s'il y a un écolo, il dira « Ah ben non, on nourrit pas les animaux sauvages.
j'ai pas bête l'os de poulet à l'incinérateur. Ça veut faire plaisir à un chat, quand même. Ou à une corneille, ou à je sais pas quoi. Tu vois, ben, quand on est à la campagne, je suis pas emmerdé par tout ça. Ouais. Non, je suis pas emmerdé. Tous ces discours, là, tous ces discours, c'est pour les gens des villes. La campagne, je sais pas ce qu'ils en connaissent. C'est comme les films dans les films de Laurent Tirode. C'est pour rigoler, c'est pour dire. Non. C'est pour dire qu'il y a un coq, etc., etc. C'est vrai qu'il y en a, ça arrive. Hein. Ils sont pas contents qu'il y ait un coq, ils ont qu'à aller ailleurs. Ils ont qu'à rester ici. Les coqs, bah oui. Moi, le coq, je l'entends plus, le coq. Voilà. Ça va? Bonjour. J'avais pas vu que t'avais mis un palindrome, Fredox. Ah, tu n'avais pas C'est un découvert. palindrome, c'est Ben oui, bien sûr. Pierre Frédéric qui l'a dit. J'ai dit, mais merde, voilà pourquoi c'est Pierre Fredox, d'accord. Fredox, J'ai Solaire, eu qu'à prendre que la moitié, je trouve X, après j'ai qu'à faire le miroir. Voilà, ouais. C'est quoi le palindrome? C'est un mot quand La ligue de Laval, par exemple. La ligue de Laval. Laval à Laval. Super palindrome. Lequel que tu as trouvé? Fredox Soderf. Fredox? Alors Fredox, mais Fredox à l'envers, à coller quoi. Ça fait Fredox Soderf. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, bah d'accord. Oui. Ouais. Il fallait mettre quelque chose, oui, d'accord. Bon, disons, Ça change. au départ, je voulais faire Fredox, mais il y avait d'autres personnes qui l'avaient utilisé. Après Fredox Soderf, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent celui-là. Oui, ça c'est sûr. C'est pas courant quoi. D'accord. Ouais, voilà. Alors attends, bon. Je sais plus si j'ai dû le dire là. Alors sur Fréquence Populaire Média, donc le truc de Kuzmanovic, c'est le résumé du sommet des briques. Il y a des informations. Alors il y a d'autres trucs. Je dis ça sur les chaînes YouTube parce que pour les gens, bon, s'ils veulent écouter, il y a des tas de lectures hein, aussi. Ça existe aussi. Là c'est beaucoup plus long. Il y a Jacques Sapir. Qu'est-ce que j'ai vu ça peut-être sur Omerta, le dialogue. Il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil quand on a suivi les choses depuis 10 ans. On voit que finalement les choses avancent. Je dirais que ce que j'en retiens, c'est la détermination. Il y a quelque chose qui est parti il y a plus de 30 ans. Je me répète sûrement, auquel j'ai assisté, en tout cas en Chine. C'est clair qu'il y aurait un après, mais plus un avant. Que quelque chose était parti, que ça ne reviendrait pas en arrière. Et finalement, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé. Mais vraiment, ce qui m'a frappé, c'est la détermination. C'est-à-dire contre vents et marées, ceux qui veulent s'associer au projet, ils n'ont qu'à s'y associer. Et puis c'est tout. Et les choses après se négocient entre les uns, les autres. Et moi je trouve que en fait c'est très bien. Ouais. Disons que le BRICS, l'histoire des BRICS, c'est l'inverse de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est une crapulerie. C'est crapuleux. On a commencé dans la crapule, une crapule assez ronde. Le temps faisant, la mémoire disparaissant, les gens, en fait, qui avaient été résistants, et même avant, qui avaient fait la guerre de 14, par exemple, ils ont disparu, la mémoire vivante a disparu, et on est passé de la crapulerie à la mafia, quoi. Ce qu'on appelle la connivence. Mais connivence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est deux personnes qui s'entendent pour en éliminer d'autres. C'est ça la connivence. C'est pas qu'une entente. Il y a cette idée-là derrière. Bon, et là, on est en plein dedans. Mais maintenant, c'est devenu grossier. C'est devenu grossier parce que ceux qui pensaient dominer le monde ou je sais pas quoi, ils se retrouvent carrément le bec dans l'eau. Et moi, je pense que je suis pas sûr que ni les Français, ni les Allemands, ni les Italiens, ils sont tout à fait avec leurs petites affaires.
l'Europe s'écroulera d'elle-même, mais aussi parce qu'à l'extérieur, il va se passer autre chose. Ça viendra de l'extérieur. Mais de quoi, j'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien, mais il y a quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme. Il y a un édifice comme ça qui est la tour de Pise. Elle est là depuis longtemps. S'il y a un coup de vent un peu trop fort, elle s'écroulera. Ça me fait penser un peu à ça. Un truc qui est peut-être pas forcément prévu au programme. Ouais, l'Europe a un géant au pied d'argile. Pardon? L'Europe a un géant au pied d'argile. Rappel de la Russie qui s'était effondrée. C'est surtout une espèce de fiction. C'est un projet. C'est le mélange. C'est un curieux mélange. Ouais, c'est un Lego avec des pièces bancales, quoi. Dans l'esprit de l'Europe, c'est un esprit messianique qu'elle a de toute façon. Tantôt il peut être allemand, tantôt il peut être américain. Maintenant c'est un peu les deux. Et c'est un projet de guerre froide. Mais la guerre froide, elle s'est réchauffée. La guerre froide, c'est au début. Après, on peut pas trop dire. Après, guerre froide ou pas guerre froide, à la fin des années, en 80 disons, là il y a la mondialisation, ça y est, c'est parti. Avec les grands, comment dirais-je, les grands aides de la mondialisation, la finance, l'informatique, on peut s'étonner. L'informatique, c'est allé très vite. Hein. On a gagné en vitesse. En 10 ans, un facteur de je ne sais combien, ce qui a permis les transactions, les télécommunications, qui existaient au début, d'un début militaire. Ça a été un haro sur les télécommunications. C'est pas pour rien. C'est pas pour les séries Netflix ou je sais pas quoi. Le but était différent. Mais l'histoire, elle s'écrit jamais comme on l'imagine. Ceux qui pensaient avoir toujours une avance, un peu, disons, un avantage plus qu'une avance, un avantage, ce qui était souvent les États-Unis et l'Europe. Ce qui faisait dire à les connards que l'Europe était en retard sur les États-Unis. Bah oui, si tu suis les États-Unis comme un petit caniche, tu es en retard. Si tu veux faire autre chose, ça n'a pas de sens de dire ça. Sauf que là, il y en a qui ont su très bien comprendre ce que voulait l'adversaire pour le neutraliser. Ça, c'est ce que veulent pas comprendre les Américains notamment, ou les Eurogagas, ou ce qu'ils te disaient tout à l'heure. Mais les autres, ils veulent pas se venger. Ils veulent qu'on leur coûte la paix, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, qu'on ne vienne pas les emmerder avec des problèmes qui ne sont pas les leurs, et qu'on ne vienne pas les piller comme ça se fait depuis plus d'un siècle. C'est ça surtout le but du jeu. Il leur a suffi de comprendre ce qu'il y avait à comprendre, comment fonctionnaient les autres, et se dire on va faire en sorte qu'on soit assez fort pour que le combat cesse faute de combattants. Ce qui est plus intelligent que d'investir dans des espèces de trucs à l'allemande, la barbarie nazie, tu vois. J'ai besoin de ça, je vais aller dans les pays d'Europe centrale, je vais foutre des gouvernements à Magotte, et je vais piquer tout ce qu'il y a sur mon territoire en engraissant les pseudo-dirigeants des pays que j'ai conquis finalement. Les Américains, c'est pareil, hein, c'est la même idéologie, hein. C'est exactement la même chose. Repeinte à des couleurs d'une épopée, l'anticommunisme, etc. La guerre du Vietnam, sincèrement... Ouais, ça va pas pour de bonheur. Hein. Non, mais c'était, paraît-il, pour empêcher... Mais tu racontes ça des enfants. Pour empêcher la diffusion du communisme, etc. Ah bah oui, si tu connais rien, tu peux croire à des falaises comme ça. Mais non.
Alors, il y a toujours des preuves pour dire oui, mais vous voyez, il y en a qui sont prêts à ci, qui sont prêts à ça. C'est des gamineries, tout ça. Ouais. C'est des gamineries pour autre chose que des gamineries. C'est tout aussi con de dire on va foutre des kilos de bombes sur l'Irak pour rétablir la démocratie. Ça veut dire quoi, ça? Alors, est-ce que les gens y ont cru? Moi, j'en sais rien. Moi, j'étais pas là pendant la guerre d'Irak, tous ces trucs-là. J'ai assisté à quoi? Ah oui, les tempêtes du désert, je sais plus comment ça s'appelle. Ah. Les histoires du Koweït. En fait, ces espèces de trucs qui tournent en querelle des chiffonniers. Les guerres, ah oui, l'histoire de la Yougoslavie. Ah, c'était pas mal dans le genre. C'était... Si tu écoutais les médias, c'était incompréhensible. Tu comprends rien. Et tu as des gens, des espèces d'ectoplasmes. Je me souviens, il y avait le général Morillon. Il y avait, ah oui, l'autre avec sa perruque, là. Il y avait Karadzic et Milosevic, là, qui... C'est quoi ces histoires? Il n'y avait rien qui tombait. C'est vrai qu'à la télé, on nous décrivait le méchant, c'est lui le méchant, donc il faut qu'on soit contre le méchant. Je sais même plus. Je sais même Je crois plus. que c'est Milosevic le méchant. C'est possible, mais il y avait les deux comme ça. Et je ne suis pas tellement à la télévision, j'écoutais un peu ce qu'ils disaient à la radio. C'était pareil. Ou alors dans la presse écrite, c'était incompréhensible. Il n'y avait pas de la presse française ou la presse allemande, mais c'était incompréhensible. Quand tu comprends pas le bonhomme qui te parle, c'est qu'il dit n'importe quoi. C'est tout. C'est qu'il se... Parce qu'il y en a qui ont... T'as qu'à relire les discours de De Gaulle. Ah bah tu comprends tout. N'importe qui est capable de comprendre. Lui au moins il est emblématique dans le genre. Si tu écoutes les autres, c'est une espèce de gloubi-boulgade et... Alors maintenant c'est pas la peine. Moi je les écoute plus depuis longtemps. Ça m'intéresse plus. Je sais quelquefois ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont dit des conneries ou ils ont fait des effets d'annonce. Alors c'est commenté par des gens qui se scandalisent, mais de quoi, comme le dernier truc en date avec une prétendue enquête de l'INSEE d'un cabinet de conseil, je ne sais plus quoi, etc., en disant non, il faut que les gens vivent dans 12 mètres carrés, là, je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, pour le gagner, c'est ça? Non, mais il y a peut-être une réalité à ça, parce qu'un psychopathe, c'est des psychopathes, ces gens-là. 12 mètres carrés, c'est une prison, pratiquement, non? Oui, mais c'est même tellement peu crédible. C'est-à-dire que, comment veux-tu prendre ça au sérieux? Le monde que M. Schwab et tous ces dingos veulent dominer, il n'est même pas vivable, y compris à commencer par eux. Le père de la hyène, là, Albrecht, Ernst Albrecht, bon, qui était une espèce de rescapé du temps d'Adolphe, qui était bon parti naziste. C'est pas vraiment un rescapé, je crois qu'il travaillait dans le sens de... Il faut dire qu'il y a tellement de nazis, de proto-nazis, de péri-nazis qui ont été recyclés après. Alors, des fois parce qu'il y en avait qui en avaient besoin. Après, tu me diras que c'était la fille, donc après, on ne peut pas accuser les enfants de Non, mais c'est bien, je suis bien d'accord, je ne fais pas un procès en comment dirais-je, en paternité. Enfin, elle était quand même à bonne école. C'est-à-dire que elle était certainement dans une ambiance, quoi, tout à fait particulière. Qu'elle se comporte comme elle se comporte, en plus elle est bête comme une oie. Elle est bête comme une oie, cette bonne femme. C'est pour ça qu'on l'a choisie. On dit, mais s'il faut s'en débarrasser, on ne perdra rien. C'est ça le truc. Quand tu as des espèces de marionnettes là, comme ça que tu vas mettre, qui sont là pour jouer les haut-parleurs, en fait, pour communiquer, pour blablater, pour dire n'importe quoi, pour faire semblant, pour continuer la pièce de théâtre, bah, tu prends déjà pour les mouiller dans des affaires-glots. Déjà les... pour les tenir, quoi. Il faut leur déjà de leur offrir de la confiture, qu'ils la prennent en disant bah, mon coco, t'as touché
au pot de confiture. Bon, Donc si tu as de bonnes d'idées d'indépendance, de liberté, on te rattrape bah, avec tu ça. seras dans un système comme ça, tu ne seras jamais ni riche, ni ceci, ni cela. Mais au moins, tu auras une vie intéressante. Tu t'illusionneras pas, comme certains, qui viennent souvent de la moyenne bourgeoisie. Ça doit être assez rare qu'ils viennent de gens, tu vois, qui étaient vraiment très à l'aise quand ils étaient jeunes. Prendre l'avion, il n'y a pas de problème. Aller dans des restaurants côte, pas de problème. Aller dans les stations de ski, je sais pas, à Tchkat ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas de problème. J'ai envie d'aller là-dedans, j'achète un billet d'avion que je vais l'autre côté de la planète. Non, ça ne fait pas des hommes politiques, ça. Ça va peut-être des enfants gâtés, ça va peut-être des gens qui ils sont blasés. Alors s'ils sont bêtes, ils s'enorgueillissent d'aller en 3e classe en Inde avec le peuple en disant vous voyez, mais vous voyez. T'as ce genre de truc. Mais t'as pas des hommes politiques. J'y crois pas beaucoup. T'as pas des gens qui veulent être président de la République. C'est non. Tu vas trouver plutôt la classe moyenne un peu médiocre qui peut se laisser impressionner parce que mais regarde Bayrou. Je me suis dit mais il est con ce mec. Bon, il est nommé Premier ministre parce qu'il a tout fait pour ça, parce qu'il a dû dire que Macron était un ingrat, qu'il allait le lâcher, que ci, que ça. Ça devait être des trucs comme ça. Et il a dû soit lui faire du chantage, ou qu'est-ce qu'il a bien pu faire, enfin, lui rappeler certaines choses, enfin, je ne sais pas quoi. Il prend un avion à réacteur pour aller à Pau, au conseil municipal. Ça fait nouveau riche, quoi. Ah ouais. C'est minable. Mais ce type est minable. Bon, mais il y en a combien comme ça? Mais il y en a combien des... Alors il y en a plein dans la poubelle jaune, c'est-à-dire l'Union Européenne, alors t'en as plein. Mais t'en as des tas d'autres comme ça. Sur le niveau... Il n'y a rien de pire que les ouvriers qui sont devenus patrons. Ça, je l'ai vu par expérience. C'est les plus dégueulasses. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu le même genre de phénomène. En plus, ils veulent les arrivistes, mais tu les pièges en 2 temps 3 mouvements. Tu leur fais faire des trucs. Même ils en sont pas conscients, par exemple. Tiens, monsieur le maire, mettez le maire de Grenoble. Ah, monsieur le maire, faudrait signer ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Et puis tout d'un coup, bon, ça réapparaît 6 mois plus tard. Mais attendez, vous avez fait ça, c'est pas légal. Ah bah oui, mais moi on m'a dit que attendez, c'est lui qui a signé. Même si c'est avec la machine à signer, vous avez signé le truc, vous avez donné votre accord. Ça a été même discuté en conseil municipal. Mais le mec il avait pas vu le dossier. Il comprenait pas qu'on se foutait de sa gueule. Ça c'est quand il y a grave. Hein. Je parle pas du maire de la commune qui a 250 habitants et qui se demande s'il se présentera encore aux prochaines élections. Non, je parle pas de ça. C'est très grave. C'est pas difficile pour le meilleur ou pour le pire. D'un autre côté, c'est pas l'idée que je me fais de la démocratie. C'est pour ça que je suis là. Pour voir enfin la démocratie que je n'ai jamais vue depuis que je suis né. Que je n'ai jamais vue. Une démocratie représentative n'est pas une démocratie. Le débat, il est où? C'est vrai que c'est inepte le terme démocratie représentative, c'est-à-dire en fait que tu vas démocratiquement choisir celui qui va te représenter et donc tu vas renoncer à... C'est vrai que c'est inepte ce terme-là. Ça fait un peu idiot. En plus, comme tu n'as pas de mandat impératif, j'ai jamais vu qu'il y ait un mandat impératif, même à la limite, il peut y avoir un mandat impératif, et si tu t'aperçois que ça coince, tu peux très bien, sans retourner devant, tu tiens au courant la représentation nationale ou tes électeurs.
en disant bah oui, j'avais dit que je ferais, mais voilà pour telle et telle raison, on est dans l'impossibilité de le faire. Alors toi tu dis, c'est une discussion permanente enfin. Ouais. C'est pas autre chose. Un mandat impératif, je vois pas ce qui s'y oppose a priori. Le reste, on leur fait des chèques en blanc. Mais au début, on leur faisait des chèques en blanc. C'est parce que faut dire que si je repense disons à la France d'il y a 40 ans, bah, les gens, il y avait les élites, quoi, comme on dit, les élites, on n'a plus. D'accord. Il y avait des gens qui disaient, ah bah si, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont respectés, quand même, ils sont respectables de dire ici et ça. Des fois, il y a des affaires foireuses, mais bah non, quand même, etc. Parce que quand tu tricotais dans ces milieux-là, tu avais quand même une étoffe. Incontestablement, si je pense, je sais pas mon oncle ou des gens comme ça, des gens qui étaient des hauts fonctionnaires, des gens comme ça. C'était des gens cultivés, qui connaissaient pas seulement leur domaine, mais d'autres domaines. Il y avait de la substance, hein, vraiment. Donc on pouvait dire... Alors après, tu vas voir des gens qui sont plutôt des ouvriers, etc. Ben oui, mais le problème, c'est qu'ils connaissent bien ce qu'ils connaissent. Au niveau du métier, au niveau même, je sais pas, je pense à des syndicalistes, ils connaissent le droit, ils connaissent beaucoup de choses. Mais il y a des tas de trucs qu'ils n'ont jamais vus, ils n'ont jamais à faire. C'est pas qu'ils soient plus bêtes que les autres, mais ils sont pas dans le même monde. Et ils sont pas dans le monde du pouvoir, finalement. Ils sont dans le monde de l'opposition et de la négociation. Je pense à ceux-là, par exemple, notamment pour des cégétistes ou des gens comme ça. Tu vois pas le monde de la même fenêtre, du même étage et de la même façon, quoi. C'est pas possible. Alors il y avait quand même la prime au possédant et la prime au décideur. C'était ça globalement. La dialectique, là, si chère aux communistes, elle s'exerçait presque naturellement. Après tout ça, ça s'est barré en couille. Bah, c'est vrai que quand tu bousilles la classe ouvrière, pourquoi? Parce que c'est l'idée, hein. C'est l'idée. Parce que l'idée, je finis par me demander, à chaque fois que j'ai pratiqué les gens, je leur dis, mais votre but, c'est quoi? Faire la mondialisation, c'est quoi votre idée? Souvent, c'est des idées totalitaires. C'est des idées... en fait, c'est pas les gens qui les intéressent. Alors, la mondialisation... Ben voilà, il y a un gouvernement mondial, par exemple, dans les grands délires. Évidemment, Capital Washington, hein, parce que ces idées-là sont même là. Et puis nous, on a raison. C'est en gros ça. Et les opposants? Ben, les opposants, faut les éliminer. Alors comment on les élimine? Ben, Adolphe, comment il a fait? Ah oui, mais là c'est un peu, ça se voit trop. On va délocaliser. On va, ben, ne serait-ce que ça. Et mieux que ça, c'est-à-dire que les ouvriers, oui, ils nous emmerdent. Mais il y a tous ceux qui ont fait les beaux jours du Parti Socialiste. Une espèce de classe moyenne, mais qui peut être à l'aise. Ah, mais ceux-là, ils pourraient s'y opposer. On va les intéresser à la ferme, on va les virer. En disant, bah oui, faut faire des économies. Les capitalistes qui veulent faire des économies, c'est pour amuser ça. Faire des économies, comme le slogan idiot, l'énergie qui, je sais pas quoi. Ah oui, l'énergie est notre avenir. Faut pas en dépenser, là, je sais pas quoi. C'est tellement absurde. C'est tellement idiot ce truc-là. Alors, bah, y a toutes les stratégies qui sont mises en œuvre, assez drôlement efficaces. Hein. Faire disparaître les ouvriers, ça s'est calmé quand même un peu maintenant. Il y a quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il y avait?
Non, c'est de l'artillerie, visiblement. Ouais. J'espère que ça va durer. Alors, les ouvriers, la classe moyenne n'est pas forcément le bas. Hein. C'est pas les tranches du millefeuille. Il y avait ce qu'on appelait la réduction, le downsizing des entreprises. Bah, c'est-à-dire, il y a, mettons, 50 000 employés. Employés. Bon, allez, l'ordinateur, c'est génial. Allez, on va en mettre plus de 35 000. Tu vois, les jeux financiers, les écritures électroniques, ces trucs-là, à l'écran, on peut y aller. Mais le but de ça, c'est quoi le but? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, si ce n'est... non, je ne sais pas ce que c'est. C'est une maladie mentale. Moi, je ne vois pas ça autrement. Ah, tiens, barbe jaune. Salut les amis. Bonjour. Salut.